à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour la dernière soirée Investinov de l'année 2023 et la première me concernant en tant que responsable de l'innovation au sein de la Banque Populaire. Investinov, c'est le programme des Hauts-de-France qui met en relation des investisseurs et des porteurs de projets. Nous sommes à la Banque Populaire très soucieux d'accompagner les startups qui ont des projets innovants pour faire rayonner le territoire. Ce soir, nous avons le plaisir d'entendre 4 porteurs de projets. Je laisse Christian nous donner un peu plus de détails sur le déroulé de la soirée. Je vous remercie. Merci Marie-Églantine. Merci à toi. Donc ce soir, effectivement, 4 porteurs de projets. C'est la dernière soirée de l'année. Donc la soirée sera animée par Olivier Ducoing, qui est directeur de la rédaction chez Eco 121. Le format, comme d'habitude, 7 minutes de pitch, 7 minutes de questions-réponses. Vous avez sur les sièges, sur les chaises, un code, enfin un numéro de téléphone pour envoyer vos SMS, pour envoyer vos questions par SMS. Rassurez-vous, c'est gratuit. Et donc les questions s'afficheront là et comme ça les porteurs de projets pourront répondre en direct aux questions de la salle. Je laisse maintenant la parole à Olivier qui va présenter le premier projet. Merci Christian. Bonsoir à tous et ravi d'animer une nouvelle fois ce très bel événement avec aujourd'hui 4 belles pépites qui sont assez différentes les unes des autres. Il y en a 2 qui relèvent un peu plus, voire énormément, du secteur de la santé pour l'un d'entre eux. Et puis un projet qui est sur la smart, on va dire la smart city, et un autre qui est un projet à impact. Donc 4 projets très intéressants. Je vous propose de démarrer avec le premier porteur qui s'appelle Maxence Damaret et qui porte un projet qui s'appelle Others. Bonsoir Maxence. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Alors, un petit mot d'abord pour te présenter. Donc, tu es, on va dire, peut-être le premier boxeur professionnel à venir pitcher ici pour un projet qui est... alors, bon, ce n'est pas ta seule qualité, tu en as beaucoup d'autres, notamment un très beau porteur d'une belle entreprise qui a déjà montré sa valeur, qui s'appelle donc Others. Il s'agit alors comment est-ce qu'on peut appeler ça, de barres protéinées, de produits protéinés pour globalement les sportifs. De nutrition sportive. Et végétaux, à base de protéines végétales. Voilà. Donc un projet qui est accompagné par Heure Alimentaire et Vivalet. Tu as 7 minutes pour nous présenter le projet, puis on échange après. Merci Olivier pour l'intro. Vous connaissez forcément une personne, ou peut-être que vous-même avez déjà consommé des produits hyperprotéinés à base de protéines de lait dans le but d'atteindre un objectif de santé, de bien-être ou de physique, ou même juste améliorer vos performances sportives. Dans ma pratique, j'en ai consommé énormément. Et comme beaucoup, j'en ai subi les conséquences suivantes. Des troubles digestifs. Il faut savoir que 2 personnes sur 3 a des soucis de digestion après avoir consommé des produits à base de protéines de lait. Des nausées. En fait, les protéines de lait sont fabriquées généralement à base de déchets issus de la fabrication de fromage. Et les produits qui en résultent contiennent beaucoup d'édulcorants chimiques, ce qui peut les rendre rapidement écœurants. C'est assez paradoxal quand on repense à l'objectif premier de leur consommation. Mais aujourd'hui, dans une société où le consommateur, où nous sommes de plus en plus responsables de notre consommation, il y a aussi des problèmes éthiques qui viennent se poser. Le premier, c'est que produire 1 kg de protéines de lait, ça émet 9,5 kg de CO2. Le second, c'est que ce lait, il est issu de l'élevage intensif laitier, où le bien-être animal est loin d'être une priorité. Moi, de mon côté, j'en ai eu assez de me sentir mal physiquement et moralement à chaque fois que je consommais des protes. C'est pour ça que j'ai créé Others. Others Nutrition, c'est la première société de nutrition sportive qui fait des produits aussi efficaces que ce qui existe côté laitier, mais qui par contre n'utilise que des ingrédients sains et respectueux de la planète. En effet, via l'utilisation de microalgues et de protéines végétales, on a développé une gamme 100% végane qui se digère facilement, qui a bon goût,
dedans on va utiliser aussi que des arômes naturels et édulcorants naturels, qui émet 24 fois moins de CO2 pour être produite, et bien sûr qui n'inclut aucun animal sur sa chaîne de valeur. Nos protéines en poudre, on les consomme en shaker avec juste de l'eau ou du lait végétal par exemple, mais pour les plus gourmands, on peut en faire des pâtisseries à la maison. Et enfin, nos barres protéinées, ça c'est le snack fonctionnel et pratique ultime. Je dis souvent nous, la raison elle est simple, c'est que je n'ai pas démarré cette aventure tout seul. En fait, pour créer les meilleures innovations, je me suis rapproché d'un laboratoire expert dans la microalgue et dans les alternatives aux protéines, qui s'appelle Algama. Algama, c'est 25 brevets déposés, c'est 25 millions d'euros levés, et c'est surtout une équipe d'ingénieurs en biotechnologie et docteurs en agroalimentaire qui travaillent directement sur nos produits. Notre fonctionnement, il est simple. Chez Others, on a une idée, on en fait un cahier des charges, on l'envoie à Algama qui démarre la R&D, qui s'occupe aussi du sourcing et de la production. À la fin de la journée, la propriété intellectuelle appartient à Others. On est leur unique partenaire en nutrition fonctionnelle. Et enfin, on bénéficie de leur puissance de négociation auprès des fournisseurs pour avoir des bonnes conditions tarifaires. Et bien sûr, à la fin, on les commercialise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est disponible en e-commerce. On a démarré au départ 100% e-commerce. Aujourd'hui, c'est 85% de notre CA. On y fait 70% de marge brute. Mais on est aussi disponible sur Amazon et en distribution spécialisée. Donc des boutiques de nutrition, des salles de sport. Et on va avoir début janvier notre premier test en grande distribution dans 2 intermarchés. Aujourd'hui, on a un réel product market fit. On a fait plus de 500 000 euros de CA. On a une base client e-commerce de plus de 5 000 personnes qui est fidèle parce que chaque mois, on a plus de 40% de taux de réachat. Et on est disponible dans 150 points de vente physiques. On compte bien compter parmi les acteurs mondiaux de la nutrition sport-santé végétale et permettre aux consommateurs de ne plus avoir de choix à faire entre efficacité, santé et éthique lorsqu'ils consomment ce genre de produits. Aujourd'hui, face à nos concurrents, on se positionne comme l'acteur donc anti-compromis. Nos produits sont efficaces et qualitatifs, ils sont bons pour la santé et pour le bien-être, et surtout ils respectent la planète. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont coûter 2 fois plus cher que leurs homologues laitiers, parce qu'en fait, on est juste tout simplement aligné sur les prix. Donc, tout le monde peut se les fournir, il n'y a pas d'excuse. Côté nutrition sportive en France, les ventes représentent 191 millions d'euros et 45 milliards mondialement. 40% de ces ventes, ce sont des produits hyperprotéinés, donc 76 millions. Considérant que 2 tiers des gens ont du mal à digérer les protéines de lait, on peut atteindre 50 millions côté protéines végétales. Aujourd'hui, notre équipe, donc vous l'avez compris, je suis le fondateur et le CEO. Je suis ingénieur HEI, ancien boxeur professionnel et je suis aussi certifié en sciences du sport et de la nutrition. Et depuis le départ, je suis accompagné par Olivier Dahan, donc mon mentor et premier business angel. C'est un chasseur de tendances alimentaires et premier importateur français de Oreo, Dain, Tim Tam, Pepperidge Farm. Il a même aussi créé ses propres marques. Et derrière, dans notre équipe opérationnelle aujourd'hui, on a un directeur e-commerce, une account manager, un business developer et un community manager. Après un pre-seed de 850 000 euros qui nous a permis de développer 8 produits et de les commercialiser, on veut faire une levée de fonds en seed d'1,3 million en début d'année 2024. Ça va nous permettre de faire 3 millions et d'atteindre notre seuil de rentabilité. Ensuite, on fera une série A en 2026 qui va nous permettre d'accélérer notre croissance internationale et d'atteindre 33 millions en 2027. Aujourd'hui, les protéines, ce sont donc les protéines en poudre par exemple, ce sont des ingrédients de santé. C'est plus uniquement destiné aux sportifs, c'est une tendance qui se globalise. C'est pas moi qui le dis, c'est la dernière étude de Xerfi. Et on le voit notamment avec les derniers exits du secteur, donc des boîtes de nutrition sportive, qui sont rachetés en fait par des gros groupes agroalimentaires comme Danone, Kellogg's et Mars. Enfin bref, revenons sur notre seed. Il va nous servir à développer 10 nouveaux produits, à financer une croissance commerciale, une croissance marketing digitale agressive, de financer nos opérations et attaquer le marché allemand. Et bien sûr, tout ça, on ne pourra pas le faire sans recruter les éléments clés de l'équipe. Merci pour votre écoute. Investissez sur nous pour rejoindre notre lutte anti-compromis et surtout, venez goûter nos pâtisseries protéinées au Corner Others. Ce n'est pas des cheesecakes aujourd'hui, c'est des cookies, mais ils sont top. Merci.
Merci Maxence. Très intéressant. Mais bon, alors ingénieur à HEI, c'est pas ingénieur agro. Là, j'ai goûté en avant-première, j'ai eu la chance, je vous suggère de le faire après, un produit à base de spiruline et de noisettes. Bon, comment on arrive à sortir ce type de produit? Qu'est-ce qui a déterminé finalement les 8 premiers produits? Et où est-ce que tu es allé chercher les compétences pour sortir ces produits? Alors en effet, ces compétences, je ne les ai pas acquises à HEI. Ça m'a juste aidé à contrebalancer les neurones que je perdais à la boxe. Par contre, la boxe, ça m'a aidé à vraiment découvrir ce monde de la nutrition. Je fais des régimes depuis que j'ai 12 ans. Et globalement, je consomme des produits aussi depuis que j'ai 12 ans. J'ai testé des milliards de trucs sur moi. Et à la fin, j'ai testé mes propres produits. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc j'ai commencé à me renseigner, à passer des certifications, acheter des matières premières à droite à gauche, faire mes mélanges dans ma cuisine. Et après, je suis allé faire valider tout ça par Algama, avec qui on a décidé de monter Others. Alors, l'allégation principale, c'est de dire que c'est énergétique, c'est bon pour les sportifs de haut niveau. Mais c'est bien de faire des allégations, mais comment on le prouve? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as effectivement des sportifs qui utilisent tes produits, qui peuvent en effet témoigner? Alors, les ingrédients qu'on utilise, il y a beaucoup de recherches derrière. Il n'y en a pas directement sur nos produits en tant que tels, mais sur les ingrédients qu'on utilise. Et après, en fait, j'ai un très gros réseau dans la boxe, donc j'ai pu le faire approuver directement par des champions olympiques, des champions du monde. Par exemple, notre premier produit, après 3 mois d'existence, il était consommé par l'équipe de France de boxe aux Jeux de Tokyo. Alors, il y a déjà une question qui nous arrive, donc n'hésitez surtout pas à continuer à les envoyer. Quel type de sportifs peuvent utiliser vos produits? Est-ce que c'est vraiment pour les sports de combat ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, quel est le prix moyen? Et pardon, pas le prix moyen, le panier moyen. Combien achètent à peu près les clients? Alors en fait, cette typologie de produit, ça ne va pas être uniquement destiné aux sportifs. Ça, c'est surtout un biais marketing que l'on peut avoir. Une personne soucieuse de son alimentation, elle peut être susceptible de consommer ça. Et le panier moyen, donc en ligne, il est de 60 €. Donc avec une grande récurrence, ce que j'ai compris. Ouais, exactement. On a aujourd'hui, donc c'est encore estimé parce qu'on est encore assez jeune, mais on a une lifetime value de 300 € à peu près sur un client. D'accord. Christian? Oui, mais je voulais vous poser une question sur la dépendance par rapport aux producteurs. Vous évoquiez pour les protéines issues du lait, les producteurs de lait. Dans votre cas, tout est fourni par votre partenaire ou vous avez des contrats avec différents producteurs? Alors en fait, notre partenaire, il n'est pas producteur. C'est quelqu'un qui fait de la R&D et qui passe par de très gros fournisseurs ensuite pour les matières premières. Donc là-dessus, on n'a pas de limite et on n'est pas... imaginons demain, moi je veux développer un produit qu'Algama n'est pas capable de faire. Je ne suis pas dépendant d'eux, je peux aussi passer autrement. Alors, tout à l'heure, dans la présentation, tu évoquais des ambitions mondiales, ce qui est remarquable, mais peut-être, quand on est une entreprise naissante, c'est un peu ambitieux. Qu'est-ce qui te permet d'avoir cette confiance-là? Voilà, et comment est-ce que tu comptes construire ce succès? Cette confiance, je pense qu'elle me vient tout simplement de la boxe. On ne peut pas aborder un combat sans penser qu'on va le gagner, sinon on a forcément perdu. Donc moi, avec Others, j'y vais pour gagner. Et la suite de la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour y arriver? Nos levées de fonds, elles vont nous permettre de vite accélérer les ventes, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment repéré nos leviers de croissance. Il faut surtout qu'on arrive à appuyer sur le bouton. Et une des clés également, c'est d'avoir une grande multitude de produits. Les gros acteurs du marché le prouvent, et c'est pour ça qu'on va toujours garder un gros accent sur la R&D aussi. Donc 10 produits de plus, à quelle échéance? Fin 2024. Donc c'est assez rapide pour développer des produits finalement. Ouais, en fait, on met 3 à 4 mois pour développer un produit. On sait aussi exactement ce que ça nous coûte. Et en fait, surtout, il y a déjà des produits qu'on a commencé à travailler. Il nous manque des financements pour arriver au bout, mais on sait comment les faire. Ça va aller vite, quoi. Alors, un petit mot sur la distribution, parce que j'ai compris que c'était né sur le e-commerce, mais qu'aujourd'hui, donc 85% du chiffre d'affaires. C'est quoi les autres réseaux? Et question complémentaire, on évoquait le fait que tu entres dans la grande distribution, tu as un premier contrat, je crois, avec Intermarché. Est-ce que ça, c'est un levier de croissance pour l'avenir? Alors en fait, la France, elle est assez en retard sur la disponibilité de l'offre de nutrition en grande distribution.
Par contre, cette tendance, elle est en train de s'activer aujourd'hui. Il y a déjà quelques acteurs des protéines en grande distrie, mais très peu. Donc nous, on sera le premier acteur français à s'y positionner, et d'autant plus sur le végétal. Donc c'est forcément vecteur de croissance. Et après, côté salle de sport et boutique de nutrition, ça c'est quelque chose qui tourne déjà depuis une dizaine d'années et dans lequel on peut se positionner facilement. Bon, il y a une question qui apparaît, mais je pense que tu y as déjà répondu tout à l'heure. Algama est actionnaire et n'est pas fournisseur. Les producteurs sont ailleurs. C'est de la R&D. Ouais, exactement. Voilà, Algama, c'est un actionnaire et un partenaire. Et ensuite, on a des fournisseurs d'ingrédients depuis lesquels on achète nos matières premières. Alors, il y a une question qui arrive. Certes, plus de lait intensif, mais quid de l'origine de vos matières premières ? Nos matières premières, c'est du pois, du riz, de la fève. Je n'ai pas trop compris la question. Non, mais je pense que c'est la bonne réponse. Enfin, c'est du végétal, mais donc il n'y a plus de lait de toute façon. Hein. On n'est pas dans les matières animales. Ah non, on n'utilise aucune matière animale. Voilà. J'ai une question sur... on a dans la région des très gros acteurs de l'agroalimentaire qui s'intéressent de plus en plus aux protéines alternatives. D'ailleurs, ça peut être protéines d'insectes, ça peut être protéines de pois avec Rocket. Est-ce que c'est des gens avec qui vous travaillez ? Est-ce que c'est des gens avec qui vous travaillerez ? Alors, on doit être assez discret sur ce genre de sujet, mais évidemment, c'est des gens avec qui on discute. Et l'insecte peut être aussi un intérêt pour la société ? Non, aux heures, c'est végétal. Oui, c'est vrai que... Oui, pardon. Voilà. Pense sur le bec. Christian. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de l'introduction au sein de la grande distribution via Intermarché. Il y a aussi, alors c'est pas la grande distribution, mais de grandes enseignes spécialisées dans l'équipement sportif, aussi dans la nutrition sportive. Ils ont leur propre marque. Est-ce que vous avez des discussions avec ce genre de futurs partenaires ? Oui, je pense que vous voulez parler de Decathlon, par exemple. Intersport ou d'autres. Intersport, région Decathlon, oui. Sport. Donc oui, ce sont effectivement des acteurs avec lesquels on discute, mais ce n'est pas forcément les réseaux qu'on veut rejoindre aujourd'hui. On va attendre un petit peu, tout simplement pour une question de marge. Donc aujourd'hui, on préfère faire de la marge. On a quasiment terminé, mais j'aimerais quand même poser une question, parce qu'il y a quelques mois, on avait vu dans la presse économique que après l'effet de mode très important sur les protéines végétales, il y avait un petit tassement, un effet plateau. Est-ce que c'est lié à la conjoncture, il fallait que le marché digère un peu, ou bien structurellement on est sur de toute façon une perspective de forte croissance sur ce type de nourriture ou de food tech ? Alors je pense que cet effet de plateau, il concerne plutôt les alternatives aux protéines qui existent, mais par exemple du faux steak, du faux poulet, etc. Nous, on est vraiment sur quelque chose de plus simple en termes de propriétés organoleptiques et de fonctionnalité. Les alternatives à la viande, par exemple, vont avoir plus de mal à prendre le pas sur la viande et donc à dépasser un certain plateau, parce qu'au final, elles n'ont pas les mêmes propriétés en termes de protéines, etc. Et en termes de goût, on ne s'y retrouve pas. Nous, on est vraiment sur une autre typologie, donc on n'a pas cette limite. Ok, un grand merci Maxence pour cette présentation. On vous applaudit. Merci tout le monde. Et on va entendre notre deuxième porteuse de projet. Il s'agit de Marianne Joly pour la société Corneille. Pour Corneille, mais pour un développement qui s'appelle Racine. Donc voilà, c'est subtil. Un jeu de mots subtil. C'est subtil. Pour commencer. Donc bonsoir Marianne. Donc, bonsoir à tous. Le projet est un projet à impact. Oui. On est sur un sujet qui touche beaucoup la société aujourd'hui, c'est l'illettrisme des adultes. Oui. Et votre société avait démarré sur finalement l'apprentissage de la lecture chez les enfants. Et là aujourd'hui, vous êtes en plein développement sur les adultes, une problématique très importante. Une problématique de société. Et 7 minutes pour nous parler de cette EdTech. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'aimerais vous emmener dans une usine de produits chimiques. Et dans cette usine de produits chimiques, j'aimerais vous emmener auprès d'un opérateur qui est expérimenté et qui manipule tous les jours la même solution. Mais aujourd'hui, en manipulant ces produits, il a créé une explosion. Et pourquoi il a créé cette explosion ? Tout simplement parce qu'il n'était pas en capacité de lire l'étiquette où il y avait un changement de dilution du produit.
Ce technicien, même s'il est très qualifié, aujourd'hui, il fait partie des 2,5 millions de personnes en France qui sont en situation d'illettrisme. L'illettrisme, c'est quand on a été scolarisé dans un contexte français, mais qu'on sort de l'école sans être capable de comprendre un texte ou même parfois de le décoder. Or, il est important de savoir que 60% de ces personnes sont aujourd'hui en situation salariée. Racine, c'est la solution qui va aider ses collaborateurs à monter en compétences de lecture. Alors, je viens de vous parler d'une personne qui est dans une usine chimique, mais je peux aussi vous parler d'un livreur qui n'est pas capable de lire une adresse sur un colis. Je peux vous parler d'une aide à domicile qui ne peut pas lire les recommandations de l'équipe médicale. Et je peux aussi vous parler de vos collaborateurs dans vos entreprises qui, tous les jours, reçoivent des WhatsApp, des Slack, des emails, qui doivent accéder à leurs fiches de paie et qui ne sont pas capables de les lire. Aujourd'hui, plus que jamais, il est de la responsabilité de l'entreprise que tous ses collaborateurs aient des compétences de lecture de base. C'est pour cela que nous avons développé Racine. Racine, c'est une solution qui permet à ces personnes illettrées d'augmenter leurs compétences en lecture. La solution repose sur un principe de micro-learning, donc de l'apprentissage personnalisé grâce à des algorithmes qui vont évaluer, diagnostiquer le niveau de la personne et son niveau d'illettrisme et l'emmener ensuite dans un parcours qui sera personnalisé et qui sera jalonné d'exercices de renforcement d'apprentissage de la lecture, de renforcement des phonèmes, de décodage, mais aussi de textes auxquels il va pouvoir accéder car ils seront écrits en FALC, en français facile à lire et à comprendre, pour lui rendre accessibles des textes qu'il ne peut pas comprendre d'habitude avec une idée de simplification de vocabulaire. Nous avons à cœur de développer aussi un produit qui va être le plus accessible possible car dans ces personnes en situation d'illettrisme, il y a également des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage et nous avons à cœur que le produit soit disponible pour chacun d'entre eux. Cette solution, elle permet aussi de gagner en confiance en soi, car imaginez, vous êtes illettré, cela crée des problèmes en entreprise, mais cela vous empêche également dans votre vie au quotidien. Vous n'êtes pas capable de vous déplacer, vous n'êtes pas capable de remplir des produits de l'administratif et vous n'êtes pas capable d'accompagner vos enfants à l'école. Alors Racine, c'est la cousine de Corneille, et j'espère que vous apprécierez donc le jeu de mots. Corneille, c'est peut-être une entreprise que vous connaissez déjà, car nous sommes venus pitcher ici en 2019. C'est une solution, et donc nous développons 3 solutions. Corneille, qui est une solution d'apprentissage de la lecture pour les enfants de 3 à 8 ans, qui est sur le segment B2C. Mais également, depuis cette rentrée 2023, nous sommes présents sur le secteur des collectivités en développement Corneille pour les écoles afin de remédier et différencier les apprentissages de la lecture en classe. Sur le segment B2C, nous avons convaincu 150 000 familles et sur le segment des collectivités, nous avons à cette rentrée 500 classes de grandes sections et CP qui utilisent Corneille, notamment dans le Val d'Oise et dans l'Aisne, mais bientôt dans la Somme et dans le Cher. Et bien sûr, la solution qui va venir compléter ce panel pour gagner dans le pouvoir de la lecture, c'est Racine, qui va s'adresser aux entreprises afin d'aider leurs collaborateurs à monter en compétences de lecture. Qui dit 3 solutions, dit 3 marchés. Le marché à la maison, le marché du divertissement avec l'offre B2C. Le segment école, avec aujourd'hui un gros effort du gouvernement sur un programme qui s'appelle les territoires numériques éducatifs, qui vise à outiller les écoles autant en hardware qu'en software. Et c'est dans ce cadre notamment que nous avons remporté le premier appel d'offres avec le Val d'Oise. Et le segment B2B des entreprises, avec Racine, qui ira chercher les entreprises et les collaborateurs, la formation des collaborateurs. Alors, tous ces des belles solutions, évidemment, elles se développent avec une équipe, bien sûr, une équipe de choc. Aujourd'hui, nous sommes 4 salariés, dont nous, les 2 cofondatrices, Anna et moi-même. Pour parler brièvement de nous, Anna est polytechnicienne, elle a travaillé en fusion-acquisition. On dit souvent qu'elle est le pendant des chiffres et que moi, je suis les lettres. Et donc, moi, j'ai un parcours d'éditrice de livres pour enfants, mais j'ai également enseigné le français langue étrangère dans le cadre d'une expatriation. Et j'accompagne aussi, à titre personnel, des personnes analphabètes ou illettrées. Autour de nous, donc 2 salariés, Damien, qui est responsable de la technique et du développement des solutions, Louise, qui est notre chargée de communication, mais qui déploie aussi la solution dans les collectivités. Et en plus de ces 4 salariés, nous avons évidemment une équipe de freelance qui varie entre 5 à 10 freelances, auxquels nous faisons appel en fonction des compétences dont nous avons besoin en marketing, en commercialisation. Et nous travaillons également avec, évidemment, des ingénieurs pédagogiques et des enseignants. Et cette année, nous avons un partenariat avec l'Université de Lille, le laboratoire Scalab en sciences cognitives, sur notamment la question du vocabulaire chez les prélecteurs, mais aussi du vocabulaire chez les personnes en situation d'illettrisme.
Alors notre ambition, aujourd'hui nous avons 12 000 enfants qui utilisent Corneille, à la fois à l'école et à la maison. Et notre ambition, c'est de devenir en 2026 à la fois la première plateforme d'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, avec 3 000 personnes accompagnées, et d'accompagner 100 000 enfants à la fois à l'école et à la maison sur la solution Corneille. Pour arriver à cette ambition, nous envisageons aujourd'hui une levée de 700 000 euros. Ces fonds se répartiront sur 3 postes. D'abord, un tiers sur le développement du contenu et de la technologie, un autre tiers sur la structuration et le recrutement. On passera de 4 emplois à temps plein à 14 en 2026. Et enfin, un dernier pendant sur la diffusion et les partenariats. Alors, vous l'aurez compris, investir dans Racine, c'est investir dans une société meilleure. Alors, si comme nous, vous êtes convaincus que la lecture est une compétence fondamentale et qu'elle contribuera à faire une société meilleure, mais aussi à faire des collaborateurs plus épanouis, je serais ravie d'échanger avec vous lors de la soirée. Merci. Merci Marianne pour cette présentation. J'en profite pour dire que vous êtes accompagné par Pleine Image oui, et que vous êtes hébergé à la ruche de Tourcoing, de Lamel. Hein, exactement, nous on a un produit Tourcoing, voilà. 100% Tourcoing. Alors, très bonne ruche, puisque c'est là aussi que Eco 121 a démarré pendant quelques années. Alors, première question, parce que je n'ai pas trouvé véritablement la réponse jusqu'à présent. C'est le modèle économique, en fin de compte. Ça fonctionne par abonnement. Ouais. Est-ce que dans les 3 solutions, c'est le même type d'abonnement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, effectivement, on a des modèles économiques qui sont très différents. Hein. Sur le segment B2C, on est sur un modèle d'abonnement mensuel ou annuel sur les stores, tout simplement. Sur le modèle des collectivités, on l'appelle B2G, nous, mais on va dire les collectivités, on est sur des licences annuelles avec des montages financiers qui sont un peu complexes, que je ne vais pas détailler là, qui sont des commandes de départements ou de municipalités ou des appels d'offres nationaux. Donc on répond beaucoup à des appels d'offres sur la partie B2G. Et sur le segment B2B, les entreprises, on sera sur une licence annuelle par collaborateur accompagné. Et donc vous arrivez à l'équilibre à partir de combien d'utilisateurs normalement? En 2025, on arrive à l'équilibre avec ces 3000 utilisateurs de Racine et les utilisateurs Corneille. La Racine aujourd'hui est encore en cours d'élaboration? Oui, alors aujourd'hui on est sur un POC pour Racine. On est très forte de ce qu'on a déjà construit au niveau pédagogique dans Corneille, et donc on réutilise énormément de contenu pédagogique dans Racine. On réapprend à lire de la même manière qu'on a appris à lire, donc on va utiliser les mêmes mécanismes d'apprentissage. En revanche, il est évident qu'on ne peut pas utiliser une interface utilisateur qui soit la même que pour un enfant, ni le design d'un enfant. On est sur une population, comme vous l'avez compris, qui est une population sensible, donc on ne va surtout pas l'infantiliser. On va également utiliser davantage les potentialités du numérique. Alors pourquoi l'idée de Racine est venue? En fait, aujourd'hui, une personne qui est illettrée, paradoxalement, elle utilise énormément son téléphone portable, parce que ça lui permet de traduire tout ce qui se passe. Donc elle va traduire un message en vocal, elle va envoyer un message en vocal pour communiquer. Donc elle l'est sur son téléphone et elle sait très bien l'utiliser parce qu'elle a développé d'autres compétences qui sont parfois plus développées que les nôtres en tant que lettrés. Donc l'idée d'avoir une solution qui soit sur le téléphone où la personne est déjà là, elle est très puissante pour nous. Et en termes d'accessibilité, d'audio, c'est très facile de mettre en place des éléments qui vont vraiment aider ces personnes en situation d'illettrisme. On a une excellente question de la salle, alors elle a bougé, voilà. Est-ce que votre produit et le fait de proposer à des salariés de l'utiliser ne les stigmatise pas d'une certaine manière, puisque voilà, on montre de façon visible qu'ils sont en situation d'illettrisme? Complètement, c'est une question passionnante, donc on commence à échanger avec des entreprises. C'est un vrai sujet de société dont les entreprises sont en train de s'emparer, et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme travaille notamment avec Stellantis, Disneyland et Sodexo qu'on a évidemment rencontré. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise prend en charge, on va dire, ce screening des personnes illettrées. Et évidemment, il y a une complexité sur ça. Et nous, on vient après, quand le screening est fait. Ce qu'on envisage aussi, à terme, c'est d'avoir une solution qui soit plus globale. Je pense que vous connaissez tous le projet Voltaire en orthographe. On imagine avoir une solution qui fait monter en compétence de lecture tout le monde, donc dans laquelle tout le monde puisse rentrer et où la personne illettrée puisse trouver sa place en toute discrétion. Parce qu'il y a évidemment une question de discrétion. Marie-Églantine? Oui, moi je voulais savoir combien de temps durait un apprentissage. Si vous accompagnez demain un salarié, au bout de combien de temps
et quels résultats pour l'entreprise? Alors c'est très difficile de vous répondre parce que ça dépend du degré d'illettrisme de la personne. Donc aujourd'hui, il y a 4 degrés d'illettrisme qui sont donnés par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui vont de 1, quelqu'un qui n'est pas capable de décoder un texte, à 4, c'est quelqu'un qui donne l'apparence en extérieur de savoir complètement lire, mais qui en fait ne comprend pas les nuances dans le texte. Donc ça va beaucoup dépendre de la personne, de sa motivation, parce qu'il y a une vraie question de motivation, et de son envie à retourner. Donc ça, on ne peut pas donner, ça peut aller entre 3 mois et 1 an, et en fait il y aura du renforcement à faire tout le temps, parce que c'est un travail au quotidien. Les personnes illettrées, souvent, donc, comme je vous l'ai dit, elles ont été scolarisées, et en fait elles ont perdu l'habitude de lire, parce qu'en fait elles ont arrêté de lire. Ce qui peut nous paraître pour nous assez étonnant, parce que dans le monde des lettrés, on se dit qu'on lit tout le temps, mais en fait il y a des gens qui arrêtent de lire. Et donc il faut qu'elles reprennent cette habitude. Donc très compliqué de vous répondre, et l'enjeu pour nous, c'est dans le diagnostic initial qui va être fait pour placer l'apprenant au bon niveau sur le test de placement au départ, pour qu'il soit sur le bon niveau et qu'il puisse continuer ensuite. Est-ce que... Oui, Christian ? Oui, moi j'ai une question sur la labellisation ou des organismes de formation. La plupart des entreprises donc, cotisent. Ça permet de faire financer tout ou partie de la formation des salariés. Donc, est-ce que vous êtes dans un processus de référencement vis-à-vis de ces OPCA ou OPCO? Complètement, oui. C'est complètement. On va développer. Alors, on a reçu, je ne l'ai pas précisé, mais on a reçu le soutien du Centre national du livre pour développer la solution. Pour nous, c'était déjà on va dire un effet très, très important. Ça prouve en fait que le monde du livre s'inquiète de cette question d'illettrisme, ce qui n'était pas le cas avant. Et oui, c'est dans le modèle économique qu'on envisage aller être référencé par les OPCO et être recommandé dans le cadre de formation, bien sûr. Une question intéressante, puisque vous disiez les chiffres et les lettres. L'apprentissage du calcul est-il prévu ou possible ? Alors c'est possible, c'est un développement, je vois que c'est une question de quelqu'un qui s'y connaît, parce que l'illettrisme, c'est aussi les compétences de base sur la lecture et les compétences de base du calcul, hein, elles vont ensemble. Pour le moment, nous, notre spécialité, c'est la lecture. C'est ce qui anime l'entreprise, c'est ce qui nous anime nous personnellement. Donc nous développons ce produit sur la lecture, mais c'est tout à fait envisageable, les mécanismes d'apprentissage sont assez similaires, donc c'est tout à fait envisageable dans notre technologie d'avoir du calcul. Alors, j'ai une question sur le public qui pourrait profiter de cette technologie. Est-ce que, par exemple, les étrangers qui sont arrivés fraîchement sur le territoire et qui ne maîtrisent pas la langue pourraient aussi être un public pour vous ? Oui, donc c'est un développement qu'on imagine aussi. C'est un développement qu'on imagine sur le produit enfant. Il y a une grosse demande sur le français comme langue étrangère, mais aussi sur un public en France de migrants ou de personnes étrangères vivant en France. Ça nécessite juste une adaptation pédagogique parce qu'on n'est pas sur les mêmes mécanismes d'apprentissage. Là, on est vraiment sur des personnes qui réapprennent à lire. On apprend à lire qu'une fois. Vous n'avez pas réappris à lire en anglais, par exemple. Donc le mécanisme d'apprentissage de lecture, il se fait dans une langue et en fait il se démultiplie. Il y a plus de problématiques sur des langues avec du japonais ou du chinois, mais on garde ce mécanisme de comprendre comment fonctionne le décodage. Alors il y a des questions notamment sur la concurrence, c'est forcément une question importante. Dans l'univers de l'illettrisme, on a l'impression que c'est un segment qui est très, l'objet de beaucoup de politiques publiques, il doit y avoir beaucoup de financement. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents ? Alors on a peu de concurrents aujourd'hui, donc la solution qui existe donc en orthographe, c'est le projet Voltaire, mais ils sont uniquement en orthographe et justement ils ne vont pas sur cette question de la lecture. Et aujourd'hui ce qui leur manque, c'est justement ce pan-là des personnes qui ne savent pas lire et qui ne peuvent pas monter en compétence sur la lecture. Il y a des concurrents sur des solutions sur l'analphabétisme uniquement. Donc ça, c'est des personnes qui n'ont pas été scolarisées du tout, donc qui doivent complètement apprendre à lire, mais qui sont assez petites. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de concurrence. C'est un peu un segment qui n'était pas visité. Alors, une dernière question de la salle, parce que le temps est échu. La problématique des salariés n'est-elle pas de décoder en direct plutôt que d'apprendre à lire ? Alors je ne sais pas comment prendre la question parce que c'est une question sur les méthodes de lecture, je pense, qui est abordée. Si, c'est toute la question, hein. Donc en fait, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, elles ont des stratagèmes très puissants de mémorisation visuelle. Donc elles mémorisent des mots, elles mémorisent leur morphologie et c'est comme ça qu'elles se repèrent. L'enjeu pour nous, c'est de leur apprendre à décoder, en fait, parce que si on ne sait pas décoder, en fait, on ne peut pas lire, on ne peut pas apprendre de nouveaux mots. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que c'était peut-être ça. Donc oui, on milite pour le décodage.
Bon, je pense que de toute façon, il y aura un temps d'échange après notre soirée pour pouvoir aller plus loin. Un grand merci, un grand bravo. Merci On vous à vous. applaudit. Voilà, et on va faire une petite pause avant de prendre les deux prochains porteurs de projets. Donc d'abord, un petit mot pour dire que cet événement est accompagné par 3 partenaires. Alors, je prends ma petite fiche pour ne pas oublier l'un d'entre eux. Donc d'abord, Bignon-Lebray, à travers Tanguy Dubly, qui accompagne les porteurs dans la gestion de leurs relations avec les investisseurs. KPMG, à travers Julien Meunier, qui apporte, lui, son analyse financière et son diagnostic sur les business plans des porteurs de projets. Et évidemment, Marine Cornavin, qu'on salue, qui est plus connue sous le nom de Madame Pitch, qui fête son 6e anniversaire ce soir, bravo, et qui aide les entrepreneurs à construire un pitch impactant et pertinent. Voilà, et maintenant je donne la parole à Christian Gourdin pour qu'il nous fasse un point. On est en décembre, c'est le moment de faire un petit bilan sur l'exercice écoulé. Oui, un rapide bilan sur l'année 2023 côté Investinov. Donc c'est notre dernière soirée de l'année 2023. Alors quelques chiffres. En 2023, les projets qui ont été portés, accompagnés par Investinov ont déjà levé plus de 8 millions d'euros. Et on n'est pas encore à la fin de l'année, mais voilà, c'est déjà 8 millions d'acquis. On vous a présenté lors des différentes soirées 20 dossiers. Il y en avait plus du double qui nous étaient présentés. Donc au comité de sélection, on en sélectionne en moyenne 1 sur 2. On a eu 8 soirées d'investissement. Il y a nos 5 soirées Investinov. Il y a aussi nos soirées Business Angel Academy et nos soirées ambassadeurs de l'innovation. On a plus de 40 nouveaux investisseurs qui ont rejoint le projet Investinov, donc qui maintenant participent aux soirées ou visualisent les vidéos de ces soirées. Et puis en 2023, 2 grandes nouveautés ou 2 grandes avancées. On a pu organiser une première soirée sur le versant sud de la région. Jusqu'à maintenant, la plupart, nos soirées se déroulaient surtout sur ce qu'on appelle le versant nord, donc l'ex-Nord-Pas-de-Calais, en particulier sur la métropole lilloise. Mais voilà, en 2023, on a aussi pu faire un comité sur Compiègne et une soirée sur Amiens. On a un nouveau réseau de business angels lié à cela qui s'est monté sur Compiègne, donc les investisseurs du territoire. Et puis on a lancé en 2023 notre plateforme Investinov Digital, sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des projets. Et si vous n'avez pas encore de code pour vous connecter à cette plateforme, je vous invite à regarder soit notre site ou en parler à Marianne et à Marjorie à la fin de la soirée. Merci Olivier. Merci Christian pour ce très beau bilan 2023. Donc, on va passer à la deuxième partie de la présentation de nos porteurs de projets. Et on commence avec Nano Revive, avec Amokran Regal. J'espère que j'ai bien prononcé à la fois votre nom et celui de l'entreprise. Parfait. Bon, alors là, vous êtes le scientifique de la soirée. Vous êtes médecin biologiste. Tout à fait. Vous avez eu une longue carrière dans l'univers pharmaceutique et médical. Vous avez travaillé chez Pasteur, chez Pfizer, c'est ce que vous m'avez dit. Je pense que j'en oublie beaucoup. Et vous avez développé une technologie disruptive très intéressante, voire révolutionnaire. Je pense que c'est vous qui nous le direz. Pour optimiser les antibiotiques et pour lutter contre les résistances bactériennes. Et donc, ça s'appelle Nano Revive. Et vous avez 7 minutes pour nous expliquer ce que c'est. Et après, on en discute. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci encore une fois de me donner l'opportunité de vous présenter effectivement ce projet Nano Revive qui vise et qui a l'ambition de lutter contre les résistances aux antibiotiques qui représentent un fléau mondial tant sur le plan de la mortalité que sur le plan économique. Et pour ces résistances aux antibiotiques, l'OMS a identifié 6 germes prioritaires pour lesquels il faut absolument trouver des solutions dans les prochains mois, les prochaines années,
pour diminuer ce risque de résistance aux antibiotiques et de morbimortalité. Et ces solutions-là consistent soit en la découverte de nouvelles molécules, mais je ne vous apprends rien, ça met 12-15 ans, soit des alternatives, et c'est ce que, entre autres, ce pour lequel a opté le gouvernement à travers sa feuille de route pour la décennie à venir, puisque la feuille de route qui date du 21 novembre dernier, donc ça fait une petite quinzaine de jours seulement, et qui dit clairement qu'il faut déjà préserver, protéger l'arsenal antibiotique dont on dispose aujourd'hui. Et c'est la voie que nous avons choisie pour ce faire, à travers une technologie assez innovante qui consiste en la nano-encapsulation des antibiotiques dans des nanocapsules lipidiques, ce qui permet à ces antibiotiques-là d'être protégés des résistances bactériennes, de cibler les germes au bon endroit et de libérer la plus-value majeure, de libérer l'antibiotique à de fortes concentrations localement. Cette technologie est protégée dans les différentes aires géographiques que vous voyez là, est libre d'exploitation et enfin, je suis le co-inventeur et le seul propriétaire des 2 brevets qui ont été générés jusqu'ici. Alors, pour vous donner une idée plus concrète et une application qu'on a déjà mise en route, j'ai pris le cas du staphylocoque, que vous connaissez certainement de nom, le staphylocoque doré, et qui est à l'origine de plusieurs infections, dont les infections osseuses, qui sont un autre fléau sur le plan fonctionnel, mais aussi sur le plan anatomique pour des malades, voire mortels dans certains cas. Et la prise en charge de ces infections-là aujourd'hui se fait en 2 étapes. Le malade arrive, il est hospitalisé, il est transféré au bloc 2-3 jours après pour être opéré, désinfecté, nettoyer la plaque quand il s'agit d'une fracture, remettre une prothèse quand il s'agit d'une prothèse. Et dans tous les cas, il y a un acte chirurgical et suivi ensuite d'une quinzaine de jours d'hospitalisation où il reçoit des antibiotiques, le plus souvent par voie intraveineuse. Donc c'est des perfusions 1 à 2 fois par jour, d'une 30aine de minutes en moyenne. Et ensuite, le malade sort. Et malgré cette double prise en charge, on assiste à des échecs et des complications qui concerneraient un malade sur 4 en moyenne. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé a, en 2008, mis en place 9 centres plutôt de référence dits interrégionaux pour diminuer le risque d'échec dont on vient de parler. Alors, nous, dans cette application-là, donc la première application, puisque nous avons l'ambition d'appliquer la techno à d'autres molécules, nous avons mis au point un premier produit qui consiste en une seringue, donc le produit en question qui sera probablement ressemblera à celui-ci à 99%, est un gel qui contient l'antibiotique qu'il va délivrer très progressivement au niveau du site de l'infection. Et cerise sur le gâteau, il va être appliqué directement par le chirurgien à la fin de son intervention avant de fermer le foyer infectieux. Le malade n'aura plus à subir les injections et puis à être exposé aux différents risques d'infection nosocomiale, entre autres, ce qui fait augmenter le problème de l'antibiorésistance. Une seule et unique application de ce produit élimine la totalité des germes, là en l'occurrence le staphylocoque, et on a fait en sorte technologiquement que le produit reste sur place au niveau du site infectieux. Il ne va pas aller dans les autres organes, donc il ne va pas déranger le malade en termes d'interaction médicamenteuse ou d'effets secondaires. Donc en termes de développement, nous en sommes au développement préclinique réglementaire pour lequel il reste 2 étapes, le scale-up et la phase de tolérance animale. Le plan de développement en question a été validé par l'Agence européenne du médicament, puisque j'ai sollicité l'agence pour ce qu'on appelle un scientific advice, et donc il a validé ce plan de développement-là, et nous avons déjà sécurisé l'équivalent de 600 000 €, donc il reste un peu l'équivalent pour lequel je vous sollicite ce soir, j'espère que vous nous rejoindrez, pour terminer la première phase, et notre stratégie est d'aller jusqu'à
jusqu'aux essais cliniques, licencier le produit et appliquer la techno à d'autres molécules. Mais en attendant, le produit en question pourrait être très intéressant. Et on a fait quelques études préliminaires dans l'ulcère du pied diabétique, qui est un autre problème sur le plan médico-économique. Enfin, nous avons une belle reconnaissance, on va dire, de la part des sociétés savantes, qu'elles soient nationales ou internationales. Nous sommes supportés par les fameux centres de référence dont je vous parlais en début de présentation, et par la BPI France, puisque le projet a été labellisé Deep Tech par BPI France, et nous sommes accompagnés par la région Hauts-de-France et les autres sociétés savantes, qu'elles soient européennes ou américaines. Pour nous rejoindre, j'ai envie de vous dire, il y a très peu de risques puisque le produit est connu. Les excipients sont admis et bien sûr agréés par la pharmacopée. Et les résultats qu'on a obtenus sont très encourageants. Enfin, c'est un produit et une techno qui pourrait être très, très intéressante pour les laboratoires qui externalisent leur recherche et développement dans un marché qui est en croissance, qui est déjà assez fort, puisqu'on estime à 3 milliards à l'horizon 2030, et une équipe dont je vais vous dire 2 mots, puisqu'elle est à la fois orientée sciences et business. Nous avons la chance d'être accompagnés par des leaders de ces centres-là, que ce soit à Lyon, que ce soit ici à Lille, le centre de Lille-Tourcoing, et une complémentarité entre technologie médicale et business. Enfin, j'ai l'ambition de mener ce projet pour implanter une plateforme de produits ici dans les Hauts-de-France avec des partenariats publics et privés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amokram. Merci Olivier. Donc, bien entendu, vous nous posez des questions par SMS, vous connaissez la procédure maintenant. La première question que j'aimerais vous poser, c'est souvent dans l'univers biotech, on sait qu'il y a de nombreuses années à brûler du cash et qu'on arrive à trouver une sortie positive que longtemps après. Vous n'êtes pas dans cet horizon-là? Si, puisqu'il y a déjà une première phase, ce que je disais, la phase préclinique que nous avons déjà menée auparavant et qui a généré les... Alors vous n'êtes plus dans cet horizon-là, on peut dire peut-être. En fait, c'est au lieu de s'attaquer encore une fois à la mise au point de nouvelles molécules qui nécessitent des centaines de millions d'euros, 12 à 15 ans en moyenne, avec un risque d'échec énorme, en général, tout médicament confondu, on dit qu'il y a une molécule sur 100 qui arrive sur le marché. Nous, on a d'une part, pour l'urgence de trouver des solutions, opté pour cette protection des antibiotiques et d'autre part, forcément, pour réduire les coûts et les risques liés au développement de tout médicament. Vous disiez donc une licence majeure qui pourrait quand même intervenir dans les 2 ans. Dans les 2 ans, nous effectivement, nous espérons une licence avec un laboratoire qui, lui, va mener des études cliniques. Et nous attaquer en parallèle à d'autres types d'infections et d'autres molécules pour étoffer notre pipeline et puis monter un laboratoire digne de ce nom dans cette superbe région, ce que je découvre. Est-ce que j'ai bien compris Oui. si je dis que votre solution, votre technologie va permettre de réduire de façon considérable les infections nosocomiales? Alors, non seulement elle va réduire les infections nosocomiales, mais elle va désengorger les hôpitaux, puisque la durée d'hospitalisation sera moindre. Pour vous répondre, Olivier, j'ai eu un entretien avec le professeur Senneville il y a une petite semaine. Il me disait que nous sommes sur une solution qui fera en sorte qu'un malade qui va être reçu la veille, hospitalisé, bilan, anesthésie, on l'opère, on lui met le produit, dans l'après-midi, il sort. C'est juste une révolution quelque part, avec l'assurance que le produit, que l'antibiotique travaille H24, 7 sur 7, j'ai envie de dire 14 jours sur 14 au moins. Marie-Églantine. Alors, c'est justement la question que j'avais. Est-ce que vous avez mesuré cette économie qu'apporte votre solution en gain sur le coût d'hospitalisation, d'infirmiers à disposition, puisqu'on économise ces 15 jours de traitement?
Oui, tout à fait. On l'a évalué et ça tombait très bien parce que le centre de référence de Lyon, qui préside un peu les centres de référence au niveau de la France, a publié une étude médico-économique qui dit que si nous avions un produit qui permettrait ne serait-ce que 50%, enfin d'éviter plutôt, ne serait-ce que 50% des infections, on économiserait 36 000 € par patient. Donc c'est une étude médico-éco menée par des économistes de la santé. Ce n'est pas Mokrane qui le dit. Je pousse le raisonnement. Ça m'arrange. 36 000 € par patient. Pour combien de patients? Pardon? Pour combien de patients? On va voir l'économie tout de suite. Oui, en d'autres termes, ils ont pris un malade souffrant d'une infection sur prothèse. Ils ont vu que le coût est en moyenne de 52 000 € en moyenne. Quand les malades sont traités à titre préventif, donc qui ne développent pas d'infection, le coût moyen est de 16 000 €. Ce qui veut dire que si on mettait tous les malades sous solution préventive et qui n'éviterait que 50%, on éviterait par malade 36 000, et donc ensuite on peut multiplier par 60 à 70 000 prothèses par exemple au niveau de la France, 3,5 millions au niveau monde, et je citerai un autre, un autre cas, celui des fractures ouvertes. On a 2,5 millions de fractures ouvertes par an, dont certaines sont à 50% de risque de s'infecter. Et quand ça s'infecte, voilà, c'est autant d'économies. Alors là, vous démarrez sur les infections osseuses. Oui. Votre technologie, elle est ouverte, elle pourrait être utilisée pour quel autre type d'antibiotiques, par exemple, ou de pathologie? De pathologie, oui. Donc, le produit tel qu'il est aujourd'hui répondrait, je dois être très honnête, même si on a fait des études préliminaires, à 2 autres types d'infections. L'ulcère du pied diabétique, qui malheureusement, dans 50% des cas, finissent par des amputations, et les surinfections de brûlures, qui malheureusement, là aussi, meurent plutôt de complications infectieuses et non pas de leur brûlure. Et enfin, cette techno, nous avons déjà identifié 3 molécules, 3 autres antibiotiques qui pourraient être très intéressantes pour la technologie, puisqu'il faut que l'antibiotique matche avec la techno. Il faut qu'il y ait un mariage assez pérenne pour le tenter. On a déjà identifié les 2 compagnons, on va dire. Alors, question-réponse d'un mot. Quand les essais cliniques sont-ils prévus? Oui. Alors, les essais cliniques, c'est dans 2 ans, 2 ans et demi, puisque les phases de scale-up et de tolérance animale sont entre 18 et 24 mois. Et je ne vous raconte pas de bêtises, je viens de recevoir une autre proposition. Tout ça a été validé avec des propositions, en particulier avec des CDMO belges et suédoises, mais aussi toulousaines. Et ensuite, après les études, cette phase-là de 2 ans, les essais cliniques tels que nous les avons designés dans le fameux Scientific Advice dont je vous parlais auprès de l'Agence du médicament, on réduirait quasiment de 100 le nombre de patients et la durée de 6 mois pour une phase, de 6 autres mois pour une autre phase et d'1 année pour une autre. Donc une commercialisation, pour être large, entre 2 ans et 2 ans et demi, ce qui fait en tout, dans 4 ans et demi, il sera commercialisé. Enfin, les brevets, 2 brevets, détenus effectivement par moi-même et par vous, par la société, et que j'ai mis bien sûr à la disposition de la société à travers ce qu'on appelle un contrat d'apport de biens. Donc, si vous consultez le CABIS, le capital est de 450 000 €, et pour tout vous dire, l'apport en nature représente 440. Un dernier mot, parce que vous avez choisi de venir développer à Lille, oui, alors que vous êtes de Nantes. Oui. Donc vous êtes accompagné par Aura Santé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et qu'est-ce que vous trouvez comme accompagnement ici que vous n'auriez pas trouvé ailleurs? Alors, il y a un peu d'affectif. Mes parents étaient à Dunkerque. Ma sœur y est encore. Mais sur le plan professionnel, j'ai fait un peu le tour avec Lyon, Nantes bien sûr, en Belgique, à Liège et à Charleroi. Et j'ai trouvé que le pôle Aura Santé d'un côté
Et l'écosystème avec l'Institut Pasteur, la fac de médecine, les unités de recherche à l'université constituent le pôle idéal pour ce type de projet. Et il y a un très bel accueil depuis quelques mois, depuis le mois de juin, où j'ai commencé à initier des discussions. Voilà. Écoutez, bravo d'avoir choisi notre région. Et on espère Merci que ce soir, vous en serez encore plus ravis. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on vous laisse repartir. Et pour conclure, je vais laisser la parole à Christian Gourdin pour nous donner un peu la suite du programme. Ah, je suis allé trop vite. Oh, pardon, Victor. Victor, bien entendu, toutes mes excuses. Victor Berson, j'étais pressé de finir, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, c'est pas grave. Donc Victor Berson pour une société dont le nom dit déjà beaucoup de choses, Garth à Bécane. Donc on est un peu dans la Smart City, hein, la mobilité. Complètement. L'idée, c'est une application qui permet de trouver des solutions de stationnement pour les motos. Quelque chose qui a déjà débuté. Hein. Et donc, écoutez, vous êtes accompagné par Oratech. Et donc, vous avez 7 minutes pour nous expliquer en quoi consiste Garth à Bécane. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des motards qui ont vécu l'enfer du stationnement en ville, mais moi, je le suis et je connais très bien cette horreur. Entre la pluie et le froid qui abîment les motos, les dégradations et puis les 40 000 vols de motos chaque année, c'est impossible de se garer sereinement. Et parce que ce n'est pas suffisant, de plus en plus de villes optent pour le stationnement payant pour les 2 roues, qui était jusqu'alors gratuit, et c'est notamment le cas de Paris depuis plus d'1 an. Donc il faut bien se rendre compte, hein. Les motards, qui avaient pour habitude de se garer n'importe où, gratuitement, doivent aujourd'hui payer très cher, et s'ils ne le font pas, ils prennent des amendes, et parfois plusieurs par jour. Ça a été une telle frustration qu'on en a fait des affiches. Et je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, et en réalité, on est de plus en plus. En France, il y a 2,5 millions de motards, dont plus d'1 million en zone urbaine. Et rien qu'à Paris, c'est 170 000 personnes qui utilisent le 2 roues tous les jours comme moyen de transport principal. Et d'un autre côté, on a aussi des propriétaires qui font face à une difficulté dans la location de leurs biens. Déjà parce qu'il y a de moins en moins de voitures dans les centres-villes, et aussi parce que les places sont devenues trop petites pour la taille des véhicules actuels. Et puis ces propriétaires, ils ont aussi des difficultés dans la gestion parce qu'il faut faire des visites, il faut remettre les moyens d'accès, il faut suivre les paiements des loyers, etc. Donc c'est compliqué. On a donc créé Garth à Bécane, la plateforme de location de parking moto. En fait, c'est simple. On prend des places voitures qu'on aménage et qu'on divise pour des motos et des scooters. Ensuite, ces places, elles sont disponibles à la location mensuelle sur garthabécane.fr. Ça nous permet d'avoir les loyers les moins chers du marché, puisqu'on divise des places voitures, tout en augmentant la rentabilité pour les propriétaires. Donc garthabécane.fr, c'est un site internet qui se divise en 2 parties. Dans un premier temps, on va avoir une partie qui est dédiée aux motards, qui permet de trouver facilement une place proche de chez soi, son lieu de travail, et de la louer mensuellement. En fait, c'est un outil clé en main qui permet de sécuriser son véhicule en 3 clics. Et d'un autre côté, on a aussi créé un espace propriétaire qui permet de gérer toutes ces places en 5 minutes par mois. En fait, c'est simple, on automatise tout. Les demandes de réservation, le paiement et le suivi des loyers, les quittances, les factures, c'est généré automatiquement et c'est mis à leur disposition pour leur simplifier la vie. Notre business model, il est basé sur la commission. Donc en fait, le motard utilise Garth à Bécane pour réserver et payer sa place. Le premier mois, il va payer des frais de service et ensuite, chaque mois, il sera prélevé automatiquement de son loyer. Donc Garth à Bécane se rémunère sur les frais de service et sur une commission qui est donc récurrente et mensuelle. Et tout le reste, c'est reversé aux propriétaires. Alors avec un marché de la moto et du stationnement moto en plein boom, on n'est évidemment pas les seuls à s'être positionnés. Mais aujourd'hui, Garth à Bécane, c'est le seul pure player à proposer une offre exclusivement pour les motos et pour les scooters, avec des places qui sont aménagées, dans des parkings aussi bien de particuliers que de professionnels, et surtout à s'appuyer sur de très gros partenaires moto qui nous permettent de nous ancrer dans le paysage et surtout d'exploiter la communauté motard. On travaille notamment avec AMV, le plus gros assureur moto en France, et puis des marques comme MASH, Moto Blues, Royal Enfield. Et tout ça, ça fait de nous la plateforme de location de parking moto. Et pour preuve, Garth à Bécane s'est lancé depuis avril 2022 et en 1 an et demi, on a accumulé sur notre plateforme plus de 2500 places de parking à Lille et à Paris. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 propriétaires particuliers et surtout, on a contractualisé des tests très concluants avec des géants du parking, Indigo, CMS, Bipark, Zenpark, etc. et bientôt d'autres.
il y a une très forte demande, donc notre rôle, c'est vraiment de créer l'offre pour y répondre. En mai 2023, on a aussi renouvelé intégralement notre image et notre parcours client, et là, nos chiffres ont explosé. On a passé le cap des 150 000 € de loyer facturé, et rien que sur le mois de novembre, c'est plus de 100 nouveaux clients et 22 000 € de loyer. C'est 3 fois plus qu'il y a 5 mois, et c'est 2 fois plus qu'en septembre. Un autre chiffre qui est très important pour nous, c'est les listes d'attente. En fait, aujourd'hui, on a 900 motards inscrits sur nos listes d'attente qui sont en attente qu'un parking s'ajoute ou se libère proche de chez eux. Et ces demandes, on en a évidemment à Lille et à Paris, mais on en a aussi à Marseille, à Lyon et à Bordeaux. C'est pour ça que dès 2024, Garta Bécane s'ouvre à toute la France, en commençant par les 10 plus grosses agglomérations françaises. En fait, on a déjà de l'attraction dans ces villes-là, donc on souhaite installer notre notoriété en prévision notamment des changements de loi dans ces agglomérations, sur le stationnement de roues. On souhaite également investir dans notre technologie pour proposer une expérience plus unique, que ce soit pour nos motards ou nos propriétaires. Donc ça va passer par des ouvertures d'accès au parking à distance, un espace propriétaire plus complet, des services d'aménagement et d'optimisation de places de parking. Et ça va nous permettre d'ouvrir des offres d'abonnement ponctuelles, donc à la journée, à l'heure, puis aussi des offres multi-parking qui permettent l'accès à tout un réseau de parking. Vous l'avez compris, aujourd'hui on travaille avec de très beaux partenaires du monde du parking. On souhaite développer ces partenariats, notamment avec les bailleurs sociaux et puis les autres acteurs du marché. L'objectif, c'est de proposer un maximum de places sur Garta Bécane. Tout ça, ça va nous permettre en 2026 de réunir sur Garta Bécane 14 000 locataires pour un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros. Ça représente 1% du marché et ça nous permet déjà d'atteindre la rentabilité. Pour réussir, évidemment, on est une équipe de choc, une équipe complémentaire. J'ai cofondé Garta Bécane avec Grégoire et Barnabé. On s'est rencontrés à l'école et on est tous les trois ingénieurs diplômés d'un double cursus entre Centrale Lille et Schema Business School. Grégoire, c'est notre expert commercial. C'est lui qui gère la relation client, les partenariats grands comptes, etc. Barnabé, lui, il s'occupe du marketing et du financement et moi, je m'occupe de notre technologie. Aujourd'hui, on a un besoin de financement de 700 000 €, dont 400 000 en equity. On a déjà validé 175 000 € de prêts bancaires qui seront complétés par 125 000 après la levée de fonds. Et pour la partie equity, on a déjà sécurisé le premier quart. Cet argent, il va nous permettre d'investir dans notre R&D, dans notre développement commercial et dans notre marketing, et puis de prévoir des recrutements dans chacun de ces domaines. En fait, aujourd'hui, on a déjà la technologie qui convertit, on a déjà les partenariats qui sont prêts à ouvrir toutes les villes de France, et puis on a déjà une équipe qui est rodée et opérationnelle pour scaler notre solution. La ville et les mobilités en ville évoluent, les voitures sont destinées à disparaître peu à peu des centres-villes pour laisser place à des véhicules plus légers. En fait, la ville de demain, elle est à 2 roues. Donc si vous voulez nous accompagner dans la révolution du stationnement de roues, c'est le moment. Nos chiffres explosent, ils ne sont pas prêts de s'arrêter, et notre levée de fonds est déjà très bien embarquée. Alors rejoignez-nous pour créer ensemble le Airbnb du parking moto. Merci Victor pour cette présentation hyper intéressante. Vous terminez votre présentation en disant que la ville de demain est aux 2 roues. Et en même temps, vous parlez que de motos et de scooters. Pourtant, il y a des vélos, notamment des vélos électriques qui coûtent très cher d'ailleurs et que les propriétaires ont envie de sécuriser aussi. Est-ce que c'est un segment que vous ignorez délibérément ou est-ce que c'est une possibilité un jour ? Alors, on a évidemment étudié la possibilité d'ouvrir au vélo. Aujourd'hui, Garta Bécane a décidé de se dédier uniquement à la moto parce que c'est un modèle qui est rentable rapidement. Aujourd'hui, le marché n'est pas prêt pour le vélo et donc les propriétaires de vélos ne sont pas prêts à mettre un prix suffisant dans leur parking. Par contre, on a des collectivités qui nous ont déjà contactés pour la gestion de box vélo, notamment des collectivités du Nord, pour les box vélos municipaux et les aider dans la gestion parce qu'en fait, gérer des places de parking moto, c'est un petit peu pareil que gérer des places de parking vélo. Donc voilà, on a des possibilités vers le vélo, mais Garta Bécane, aujourd'hui, ça sera destiné aux motos. Alors, une autre question qui est plus sur le modèle économique. J'imagine que louer une place de parking à Paris ou à Lille, c'est pas exactement le même prix, c'est pas la même location. Donc, et le nombre de places est peut-être, je sais pas, sur les 2500, je sais pas quel est le rapport entre Lille et Paris. Voilà, donc comment s'étage le prix de location chez Garta Bécane, par exemple ? Alors évidemment, aujourd'hui, on a un gros marché qui est parisien parce que Paris représente une grosse partie des problématiques de manière générale. Le prix moyen d'une place, c'est 55 € sur Garta Bécane, mais il dépend de la localisation. Voilà, en plein centre-ville de Lille, on va plutôt être aux alentours de 80 €, plein centre-ville de Paris, plutôt 90 €, mais en périphérie, on va atteindre des 25 €. Notre place la moins chère, elle est à 25 €. Voilà, ça va dépendre de la localisation, mais on est autour de ces prix-là. Marie-Glande. Ouais, moi, j'ai une question sur, pour le locataire, quel est l'intérêt de passer par votre plateforme plutôt que d'aller louer directement quand c'est au mois, directement avec des grands groupes de parking ?
Alors déjà, le premier intérêt, c'est que nous, on centralise toutes les places. On a des places de particuliers, de professionnels. Toutes les places sont les bienvenues sur Garta Bécane. Ensuite, on simplifie toutes les démarches. Prélèvement automatique, pas de contrat, pas de documents à fournir. En général, les propriétaires particuliers aiment bien demander toute une liste de documents. Nous, aujourd'hui, on leur évite ça. Et puis voilà, ça leur permet d'avoir au même endroit toute l'offre de parking moto disponible proche de chez eux, de leur lieu de travail. Oui, une question de la salle, donc on va la lire. Pourquoi les grands groupes passent par vous? Location récurrente, ça améliore le taux d'occupation? Alors je prends l'exemple d'Indigo par exemple qui travaille avec nous depuis quasiment le début. Indigo, ça fait plus de 60 ans qu'ils font de la voiture et donc ils n'ont pas préparé l'ouverture au marché de la moto et aujourd'hui en fait ils n'arrivent pas à louer leur place moto. Et c'est le cas pour tous nos partenaires. En fait aujourd'hui ils ont une communication qui est très axée sur la voiture et aujourd'hui ils n'arrivent pas à louer. Nous, on loue leur place et c'est la raison pour laquelle ils passent par nous parce qu'on leur trouve des motards pour remplir leur place et eux ils ont des taux d'occupation minimaux à assurer auprès des bailleurs ou des propriétaires des lieux et nous on leur permet d'atteindre ces taux. Aujourd'hui, l'équipe est resserrée. Si vous voulez attaquer 10 métropoles en France, ça veut dire plus de moyens humains. Comment vous envisagez ce développement-là? Alors pas tant que ça. Aujourd'hui, on a déjà de la notoriété qui nous permet d'avoir des ajouts de place régulièrement par des propriétaires particuliers. Il n'y a pas tant non plus de grands acteurs professionnels du parking. On les connaît déjà plus ou moins tous et on est en discussion avec la majorité d'entre eux. Mais par contre, effectivement, voilà, il va quand même falloir structurer l'équipe pour gérer les demandes des motards, pour gérer les particuliers. Mais voilà, ce n'est pas un si gros investissement que ça en termes d'équipe. Alors avant, donc j'avais bien prévu de vous interroger. Avant de venir, j'ai fait une petite recherche Google pour voir. Donc j'ai mis parking, moto, ville. Je suis tombé sur 15,4 millions de réponses. Et la première réponse qui est arrivée, c'est Garta Bécane. Donc j'ai quand même été un peu surpris parce que la boîte est toute récente. Comment vous avez réussi cet exploit? Alors aujourd'hui, nous, on a une grosse stratégie SEO. En fait, c'est aussi le cœur de Garta Bécane et de sa communication. Donc, on réalise des articles très régulièrement, depuis plus d'1 an, sur les problématiques de stationnement en ville. Et on en parle dans chaque ville, les solutions qui existent en stationnement public, les solutions qui existent en stationnement privé. Et ça nous permet d'être tout en haut des recherches. Si vous tapez parking moto Marseille, parking moto Lyon, c'est des villes dans lesquelles on n'est pas encore installé. Pour autant, nos articles remontent tout en haut et on est le premier lien cliqué quand vous faites ce genre de recherche. Ça, c'est une stratégie qu'on met en place depuis plus d'1 an et qui nous permet, alors qu'on n'est pas encore sur ces territoires, d'avoir déjà installé notre notoriété. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jour parking moto Londres, parking moto Bruxelles? Ça serait très très bien. Le marché européen, il est très intéressant. L'Italie, c'est le plus gros acteur européen en termes de vente de produits de la moto et de services. Londres, c'est aussi une grosse problématique. On a même déjà des partenaires, Bipark par exemple, qui est un partenaire qui est très implanté en Belgique, qui nous demande de venir nous ouvrir à la Belgique parce qu'ils ont beaucoup de problématiques sur les motos eux aussi. Donc finalement, on a déjà des demandes. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le marché français pour développer ces agglomérations et puis vraiment scale notre modèle. Mais évidemment qu'on ira chercher le marché européen par la suite. Christian? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de vos partenaires. Vous avez des partenaires, des assureurs, AMV, Royal Indian, Royal Enfield. Royal Enfield. Est-ce que vous allez pouvoir développer ça avec les grands constructeurs moto? Quand vous achetez une moto, si vous pouviez prendre en option le parking de votre moto, ça serait l'idéal. Donc chez Yamaha, BMW, enfin voilà, tous les grands. Bien sûr. Alors déjà aujourd'hui, on a des flyers, vous les verrez, ils sont sur notre stand, qui sont dans tous les magasins, dans tous les concessionnaires de la CIMA. Donc tous les concessionnaires MASH, Royal Enfield, Moto Morini disposent de nos flyers et donc les vendeurs connaissent notre service et peuvent le proposer. À terme, avec ces partenariats-là, ce qu'on peut construire, c'est effectivement de l'affiliation. Le vendeur qui propose au même montant de vendre sa moto, il propose aussi le parking parce que quelqu'un qui achète sa moto neuve, il veut la sécuriser. Et donc ça pourrait venir à ce moment-là. Et de la même manière avec les assureurs, on pourrait imaginer intégrer leur parcours client, puisqu'une moto dans un parking coûte moins cher fondamentalement à un assureur puisqu'elle a moins de risques. Donc ça pourrait être intéressant aussi pour les assureurs de nous pousser dans leur parcours client. C'est déjà dans discussion et c'est des choses qui vont mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu un vrai upgrading, on va dire, en mai dernier. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'avec les changements qui sont apparus, vous avez des résultats nettement meilleurs? Quelle a été la recette magique? Alors déjà, on a changé notre image de marque et on a tourné une image de marque beaucoup plus tournée autour de la moto, où avant on était plus tourné autour d'une technologie pour les propriétaires de gestion. On a vraiment changé notre axe de communication sur la moto avec des couleurs aussi qui parlent mieux aux motards. On s'est appuyé sur nos partenaires pour faire de la publicité. On a lancé une grande campagne de communication en partenariat avec AMV, avec la CIMA dont je parlais tout à l'heure. Et puis on a aussi ouvert des offres pour les propriétaires particuliers, pour que tous les propriétaires particuliers puissent ajouter leur place sur Garta Bécane. Ce n'était pas possible avant. Et ça nous a permis aussi d'augmenter grandement notre nombre de places disponibles. Et voilà.
un peu de piment dans tout ça et ça a permis de voir cette explosion de chiffres qui nous emmène ici aujourd'hui. Bon, alors, un des points clés pour développer votre projet, c'est d'avoir davantage de place. Donc comment vous faites pour aller attirer les propriétaires bon, à part cette notoriété, mais est-ce qu'il y a d'autres Aujourd'hui, on leur dit, initiatives? aujourd'hui, on a un argument qui est très simple. Aujourd'hui, vous louez votre place 100 € à une voiture. Nous, on va mettre 3 ou 5 motos en fonction de la place et vous allez gagner 150, 200 €. On a des propriétaires qui font plus de 100% sur leur place. Ça, c'est le premier argument et en général, il est implacable. Et puis après, on leur propose un outil de gestion, une simplification, etc. Et en général, ça suffit à les convaincre. Alors pour l'instant, j'ai compris, donc on est sur des abonnements au mois. Mais par exemple, j'ai une moto, j'ai mon abonnement au mois à Lille, mais je veux aller à Paris. Est-ce que je peux louer une place de parking pour 2 heures pour une après-midi à Paris? Alors aujourd'hui, effectivement, on est limité à cause des moyens d'accès à la location mensuelle, qui est renouvelée automatiquement chaque mois. À terme, avec le développement de nos technologies, on veut proposer des offres ponctuelles, donc pour à l'heure, à la journée, à la semaine, et puis aussi des offres multi-parking qui permettraient l'accès à un réseau de parking. Ça répond à une problématique de je vais au travail, je vais chez moi, je vais à la salle de sport, je vais boire un verre, à cette problématique de mobilité triangulaire. Et donc pour y répondre, voilà, c'est 2 offres qu'on veut amener dans les années à venir. Merci beaucoup Victor, un grand Merci bravo. à tous. Et cette fois-ci, je donne vraiment la parole conclusive à Christian Gourdin. Merci Olivier. Donc, nous allons conclure cette soirée. Alors merci à nos 4 porteurs de projets. Félicitations à eux et puis n'hésitez pas à aller les voir une fois que le buffet sera ouvert. Merci à nos coachs, Marine, Julien, Tanguy, et félicitations à eux pour l'accompagnement voilà, à tous les porteurs de projets qui passent par Investinov. Merci à notre partenaire Vidas, c'est grâce à eux que vous retrouverez la vidéo de ces différents pitchs sur notre site, Bam Bam Productions, à notre animateur Olivier, à la région, la MEL, nos partenaires incubateurs. Vous avez vu que ce soir, il y avait 4 porteurs de projets qui venaient de 4 incubateurs différents. À vous, investisseurs. Sans vous, il n'y aurait pas ces soirées Investinov. Évidemment, à la BPN qui nous accueille ici avec un bel arbre de Noël. Nous allons passer maintenant au buffet. Je voudrais vous demander, on va prendre quelques photos avec les porteurs de projets, donc avec les partenaires. Pendant ce temps-là, vous allez voir s'afficher un QR code. Donc ce QR code vous permet de répondre à un questionnaire. On est dans l'amélioration continue chez Investinov, donc vous aurez quelques questions, ça sera très rapide à répondre sur Investinov. Et puis vous avez vu où vous allez voir s'afficher les prochaines soirées Investinov de 2024. Merci à vous et le buffet est ouvert. N'oubliez pas le petit QR code et pour nous aider à nous améliorer. Bonne soirée à tous. Les porteurs de projet, vous venez nous rejoindre.